Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mardi. Le rôle actif et constructif du Maroc dans le dialogue interlibyen, salué par l'ensemble de la communauté internationale, et pour parler de Bosneka, ont permis d'unifier les visions autour des critères d'occupation des postes de souveraineté en Libye. Comme tous les soirs, nous nous arrêterons sur le bilan du ministère de la Santé et les derniers chiffres du Covid-19, des chiffres en hausse par rapport à hier. 2553 nouveaux cas positifs ont été enregistrés ces dernières 24 heures. 41 décès sont à déplorer. Pour reprendre l'activité, le groupement professionnel des prestataires de l'événementiel au Maroc a imaginé un protocole sanitaire permettant d'organiser des événements dans un lieu clos. La simulation a eu lieu cet après-midi dans un hôtel Casablanca. À la fin de cette édition, nous découvrirons l'univers de Youssef Fakhreddine. C'est dans la bande dessinée qu'il a découvert sa passion pour l'art et depuis, il alterne entre peinture et collage, pop art et art abstrait pour donner libre cours à son imagination. Madame, Monsieur, bonsoir. Le rôle actif et constructif du Maroc dans le dialogue interlibyen salué par la communauté internationale. Les pourparlers de Bosneka qui ont réuni autour d'une même table les délégations de la Chambre des représentants et celles du Haut Conseil d'État libyen ont permis d'unifier les visions autour des critères d'occupation des postes de souveraineté en Libye. Une avancée saluée par l'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stéphanie Williams. Les détails avec Amina Mkhal. Des pourparlers empreints d'optimisme, c'est ainsi que les délégations de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État ont qualifié le deuxième round des séances de dialogue interlibyen à Bosneka. Des séances aux résultats positifs, a déclaré Driss Amran, qui s'est exprimé au nom des deux parties libyennes. Il a également affirmé que le Maroc a joué un rôle décisif dans la relance du processus politique à la lumière de l'accord de Skhirat en 2015, un accord toujours considéré comme une référence internationale pour une sortie de crise en Libye. La fin de cette crise passe inévitablement par une définition des mécanismes et des critères relatifs aux postes de souveraineté. À ce sujet, les deux parties ont réussi à trouver un terrain d'entente à Bosneka. Une avancée majeure saluée par Nasser Bourita qui parle d'un précédent positif sur lequel il est possible de capitaliser en tant qu'approche pour parvenir à une solution politique. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a aussi rappelé que les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI ont toujours été claires en ce qui concerne le dossier libyen. Elles consistent à soutenir pleinement les efforts des deux parties sans ingérence ni influence ou pression, ce qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du processus onusien. L'émissaire par intérim de l'ONU a d'ailleurs participé en visioconférence à la séance de dialogue interlibyen d'hier. Stéphanie Williams, qui a qualifié les pourparlers de Bosneka de véritable occasion pour mettre définitivement fin à ce long conflit. Cette dynamique positive a également été saluée par l'ensemble de la communauté internationale ainsi que par plusieurs institutions régionales et internationales. Le Maroc et l'Organisation des Nations Unies signent un accord de siège pour l'établissement au Maroc du Bureau Programme pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique. Ce centre sera le premier du genre au niveau continental. Reportage Mohamed El-Qent, le récit est de Rita Sah. Une signature historique depuis la capitale. Lors de cette visioconférence, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et ses représentants des Nations Unies viennent de sceller un nouvel accord qui permettra de renforcer la lutte contre l'extrémisme sur le continent, sachant que ces dernières années, de nombreux pays africains ont connu une recrudescence sans précédent des actes terroristes sur leur territoire. Aujourd'hui, le continent africain est de plus en plus menacé par le terrorisme. Ce centre de référence, l'unique établi en Afrique par l'ONU, s'assigne pour objectif la formation et la diffusion des pratiques en matière de lutte contre le terrorisme pour créer une parfaite adéquation avec les besoins des États africains ainsi qu'une complémentarité quant aux initiatives lancées par ces États avec la contribution de tous. Selon Nasser Bourita, cet accord représente une reconnaissance de l'approche globale et multidimensionnelle mise en place par le Royaume en matière de lutte antiterroriste. L'expérience du Royaume en la matière a d'ailleurs été saluée par les Nations Unies. Le choix du Maroc pour l'établissement de ce bureau programme pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique ne s'est d'ailleurs pas fait au hasard.
Le Maroc est l'un des pays leaders aux Nations Unies en matière de lutte contre le terrorisme. C'est un soutien important et fort. Cette signature aujourd'hui qui vise à la création de ce centre est une avancée logique de la coopération entre le Maroc et les Nations Unies. Un centre qui devrait bientôt voir le jour à Rabat. Il permettra aux pays du continent de travailler ensemble sur l'élaboration de programmes nationaux de formation à la lutte contre le terrorisme. Ils pourront ainsi combattre main dans la main pour éradiquer ce fléau en Afrique. La CEDEAO lève les sanctions après la nomination du gouvernement de transition au Mali. Les dirigeants de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest dirent prendre en compte des avancées notables vers la normalisation constitutionnelle dans ce pays ouest-africain. Ce gouvernement de transition est composé de militaires qui y tiennent plusieurs postes clés, de membres de groupes armés, de technocrates et de quelques personnalités issues du M5. Les 25 membres de cet exécutif seront chargés de conduire la transition dans les 18 mois prochains. Placé en état d'alerte maximale, Paris met en place de nouvelles mesures de restriction pour au moins 15 jours pour lutter contre la pandémie. Les brasseries seront désormais fermées dans la capitale française et en proche banlieue. Protocole sanitaire renforcé pour les restaurants, mise en place d'une jauge dans les centres commerciaux. Parmi les nouvelles mesures figure aussi l'interdiction des foires, des salons professionnels et des spectacles sous chapiteaux. Après 3 nuits d'hospitalisation, Donald Trump a fait un retour remarqué à la Maison-Blanche où il a enlevé son masque devant les caméras. À 29 jours de l'élection présidentielle, le président des États-Unis, qui brigue un second mandat, semble impatient de donner l'image d'un candidat mobilisé. Les développements avec Sami Haïs. Retour spectaculaire de Donald Trump à la Maison-Blanche, hier en fin de journée, juste à l'heure des journaux télévisés. Après être sorti de l'hôpital militaire Walter Reed, où il avait passé plus de 3 jours, et après avoir gravi l'escalier latéral de la Maison-Blanche, il retire son masque avant de défendre une nouvelle fois sa gestion très critiquée de la pandémie en minimisant les risques du coronavirus. Pendant mon hospitalisation, j'ai beaucoup appris sur le coronavirus et ce dont je suis certain, c'est qu'il ne faut pas vous laisser dominer par cette maladie. N'ayez pas peur du coronavirus, on le battra, on a les meilleurs médecins et les infrastructures médicales les plus modernes et le vaccin arrive dans très peu de temps. Selon ses médecins, Donald Trump est encore dans la phase contagieuse mais continue à être soigné à la Maison-Blanche. En général, le patient n'est plus contagieux après 10 jours, à partir des premiers symptômes, s'il n'a plus de fièvre pendant 24 heures. Mais s'il se trouve avec d'autres personnes, il doit en être conscient et porter un masque. Pour pouvoir participer au prochain débat présidentiel, le 15 octobre prochain, Donald Trump devra s'isoler pendant 10 jours à compter du 1er octobre, date de son infection au virus. Pendant ce temps, à New York, les écoles publiques et privées sont fermées à partir d'aujourd'hui dans 9 localités de la ville, suite au pic dû au cas d'infection au coronavirus. Avant de refermer cette page internationale, cette intervention du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères lors de la 6e réunion de haut niveau du comité directeur du Centre de développement de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Mohsin Jazouli a présenté lors de cette visioconférence le plan d'action mis en place conformément aux instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour faire face au Covid-19. Et arrêtons-nous à présent, comme tous les soirs, sur le bilan du ministère de la Santé et les derniers chiffres du Covid-19. Des chiffres en hausse par rapport à hier. 2553 nouveaux cas positifs ont été enregistrés ces dernières 24 heures. 41 décès sont à déplorer. Pour ce qui est des guérisons, 2018 rémissions ont été annoncées. Le point avec Rita Sah. Un bilan toujours en hausse, c'est ce qu'annonce le ministère de la Santé dans son bulletin quotidien, car aujourd'hui, 2553 personnes ont été testées positives au Covid-19 dans le pays, soit un total de 137 248 cas depuis le 2 mars dernier. Sans surprise, Casablanca-Stade stagne une fois de plus en tête des régions les plus touchées, avec 1420 cas, dont 1019 dans la capitale économique, ainsi que 100 contaminations, rien que dans la ville de Stade.
En 24 heures, 2018 guérisons supplémentaires ont été enregistrées, portant à 115 354 le nombre de personnes qui ont réussi à combattre la maladie au Maroc. Malgré ces chiffres encourageants, la prudence est toujours de mise, car le Royaume a également déploré 41 nouveaux décès aujourd'hui. Depuis le début de l'épidémie, le SARS-CoV-2 a d'ailleurs causé la mort de 2410 personnes. Les porteurs du virus sont eux toujours aussi nombreux. Le Royaume compte d'ailleurs 19 484 cas actifs, dont 434 dans un état grave ou critique et 37 patients placés sous respirateur artificiel. Et parmi les régions où la situation épidémiologique s'est nettement améliorée, celle de Fès-Meknès, où le nombre de cas de contamination a baissé de moitié pour ces premiers jours d'octobre, comparé à la première semaine du mois de septembre, une baisse qui reviendrait à l'opération de dépistage rapide et à la multiplication des actions de sensibilisation sur le terrain, des opérations qui se poursuivent avec par exemple aujourd'hui la distribution de masques de protection dans la médina de Meknès. Reportage Sarah Jabri et Ala Edil Hamid. Du 26 septembre au 3 octobre, Meknès a enregistré 113 cas de contamination. C'est 34 cas de moins que la semaine allant du 19 au 26 septembre et 2 fois moins que la première semaine du même mois. Une baisse due en partie aux campagnes de sensibilisation menées auprès des citoyens. Nous sommes de jeunes bénévoles mobilisés depuis le déclenchement de la pandémie pour sensibiliser les citoyens quant au danger de la propagation du virus et à l'importance des gestes barrières. Parallèlement à ces campagnes de sensibilisation quasi quotidiennes à travers la ville, les bénévoles procèdent également à la distribution des masques de protection. À chaque étape, une centaine de lots est distribuée gratuitement. Le port du masque de protection est essentiel et nous ne manquons pas de le rappeler aux citoyens. Et je tiens à remercier les autorités locales pour le travail considérable qu'elles mènent également sur le terrain. Nous profitons de cette campagne pour distribuer des masques de protection et sensibiliser à leur usage correct. Nous sommes mobilisés sur 2 jours à Meknès et aujourd'hui nous nous trouvons au cœur de la Médina. Port du masque de protection, désinfection des mains et distanciation sociale, des gestes simples à adopter au quotidien pour se prémunir d'une éventuelle contamination et contribuer à l'effort national de la lutte contre le coronavirus. Et dans la province de Jrada, où 25 cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures, les autorités ont décidé le maintien jusqu'au 13 octobre des mesures restrictives. Ces mesures concernent notamment l'imposition d'un permis exceptionnel pour se déplacer de et vers les villes de Jrada et Ain Bni Mthar, délivré par les autorités, l'interdiction des rassemblements dans les espaces publics ainsi que des fêtes, des cérémonies de mariage, des funérailles et des réunions familiales. Il s'agit aussi de la fermeture des commerces, cafés, restaurants et snacks à 22 h et la réduction de la capacité des transports publics à 50%. Autre titre de ce journal, l'événementiel, durement touché par la crise sanitaire. L'interdiction des rassemblements en tout genre touche de nombreuses professions au sein de ce secteur. Pour reprendre l'activité, le groupement professionnel des prestataires de l'événementiel au Maroc a imaginé, en collaboration avec un bureau d'études, un protocole sanitaire permettant d'organiser des événements dans un lieu clos. La simulation a eu lieu cet après-midi dans un hôtel casablancais. C'est un reportage de Salima Ben Abou et Younes Habchaoui. Scène quasi surprenante cet après-midi. Ce rassemblement organisé dans un hôtel casablancais est une simulation d'événements pensée dans le strict respect des mesures sanitaires afin de démontrer qu'il est tout à fait possible d'organiser ce type de manifestation malgré le contexte épidémiologique. Maintenant, on a bon espoir que les choses reviennent dans l'ordre petit à petit. Donc aujourd'hui, nous avons vu en fait tous nos process, aussi bien dans l'organisation, dans la mise en place de nos salles, dans tous les produits en fait qui sont proposés à nos clients, l'utilisation du gel, le port des masques, le respect de la distanciation sociale, toutes les formations que nous avons déployées auprès de notre staff pour s'assurer que ces règles soient respectées. Un cri d'alarme orchestré par la GPPEM, groupement professionnel des prestataires de l'événementiel. 190 000 emplois sont concernés depuis 8 mois par les restrictions sanitaires. Traiteurs, prestataires, sous-traitants, éclairagistes, régisseurs, tous les corps de métier de ce secteur sont actuellement en difficulté. On arrête total depuis mars. Aucun événement. On est pour relancer le secteur événementiel au Maghreb.
باش نخدموا. Je suis à l'arrêt depuis même 2019 parce que je fais les plus gros événements comme le Salon du Cheval avec mon prestataire. Et ce qui se passe, c'est que nous, on est totalement à l'arrêt, que ce soit petit ou gros. On peut le faire aussi avec des marquages au sol, comme c'est indiqué. Je suis à l'arrêt depuis le 19 mars. Je n'ai pas travaillé depuis cette date. J'ai une famille à charge, comme tout le monde d'ailleurs, et je pense qu'il faut trouver des solutions ensemble. L'événement a bien entendu été soumis à une autorisation réglementaire établie par un cabinet d'audit. Le secteur a généré 63 milliards de retombées économiques l'an dernier. C'est 5% du PIB. L'année 2020 est bientôt terminée et toutes ces personnes auront travaillé à peine 2 mois. Et pour parler de ce secteur en crise, le président du groupement professionnel des prestataires de l'événementiel du Maroc est l'invité de ce journal. Aziz Bouslemti, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, un contrat-programme a été signé hier au niveau du comité de veille économique. Pour commencer, est-ce que c'est un contrat qui répond à vos attentes? Est-ce qu'il est en mesure d'apporter une bouffée d'oxygène au secteur? Effectivement, hier, il y a eu la signature d'un contrat-programme concernant le secteur de l'industrie de l'événementiel. Pour le GPM, c'est une consécration, c'est le fruit de 7 mois de travail acharné pour trouver des solutions à ce secteur qui agonise. Je souhaite saisir cette occasion pour remercier le CVE, la CGM et particulièrement le ministre du Commerce et de l'Industrie pour l'appui qu'il a apporté à ce secteur et au groupement depuis le début de la pandémie. Ce contrat cadre revêt une importance capitale dans cette conjoncture très difficile. C'est une bouffée d'oxygène qui va apporter des mesures sociales, des mesures bancaires. Le détail va être fourni à tous les prestataires ainsi que les opérateurs de ce domaine. Mais je voudrais bien préciser que ce contrat-là ne peut pas sauver les milliers d'emplois ni les centaines de sociétés. Ce n'est qu'à travers une reprise réelle des événements présentiels qu'on pourrait donner un nouveau souffle à cet événement, à ce secteur-là. Alors justement, à propos d'événements en présentiel, vous avez réalisé aujourd'hui une simulation d'un événement, mais dont la capacité n'a pas dépassé 20 personnes. Alors on le sait, ce n'est pas des événements de 20 personnes qui vont permettre au secteur de sortir de la crise. Est-ce que le protocole sanitaire que vous avez imaginé, présenté aujourd'hui, peut être élargi à 100 personnes, par exemple ? Alors effectivement, on vient de clôturer une conférence, c'est une simulation d'un événement dans des conditions réelles. L'objectif de cet exercice initié par le GPPM justement, c'est de démontrer à tous les responsables que nous pouvons actuellement organiser des événements tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur anti-Covid. Dans ce sens, le GPPM a initié avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, Emanor et Veritas, un protocole sanitaire dédié à l'événementiel pour permettre une reprise rapide à ce secteur. Ce n'est qu'en reprenant nos activités dans le plus bref délai que nous sauvegardons une expertise que nous avons développée en un quart de siècle et qui a permis au Maroc de développer un capital immatériel et de se positionner parmi les meilleures destinations événementielles du monde. Donc est-ce que ça peut être élargi à 100 personnes? Oui, effectivement, ça peut être élargi à 100 personnes et justement ça fait l'objet d'une correspondance que nous avons transmise dernièrement à la primature. Aziz Bouslemti, je rappelle que vous êtes le président du groupement professionnel des prestataires de l'événementiel du Maroc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous propose à présent de découvrir l'univers de Youssef Fakhreddine. C'est dans la bande dessinée qu'il a découvert sa passion pour l'art et depuis, il alterne entre peinture et collage, pop art et art abstrait pour donner libre cours à son imagination jusqu'à transformer sa maison en véritable galerie d'art. Ce sont des images de Brahim Habboub commentées par Oussama Bqali. À 33 ans, Youssef Fakhreddine a fait le choix audacieux de vivre de son art. D'une chambre, il a fait son antre de l'inspiration, atelier d'idées qu'il couche par le pinceau sur ses toiles. Inspiré par des artistes tels qu'Andy Warhol, Youssef trouve dans le pop art cette expression d'essence par l'image qu'il a un jour découvert dans la bande dessinée. Cette passion m'est venue pendant que j'étais très jeune. J'étais très observateur et j'avais un petit calepin où je faisais des croquis, des esquisses. Je pense que le mieux pour une personne, c'est de ne pas confiner son esprit par la routine. Car comme disait Protagoras,
L'homme est mesure de toutes choses, c'est par lui qu'elles sont ou qu'elles ne sont pas. En d'autres termes, l'homme peut définir sa propre réalité. Jouant le rôle de première fan, de conservatrice et de maman, Aïcha a soutenu la fibre artistique de son fils dès ses premiers croquis. Passant des simples dessins d'avion au tableau abstrait inspiré du dripping de Jackson Pollock, l'évolution de l'expression artistique laisse admiratif. Au début, c'était une passion, mais maintenant, c'est son métier. Il a plein d'inspiration. Et puis, dans la peinture, il fait des trucs, mais vraiment, que j'ai jamais vu ailleurs. Parce que moi-même, j'ai été plusieurs fois dans plusieurs galeries, depuis mon jeune âge. Et puis là, je remarque qu'il fait des trucs nouveaux. Par ses formes et ses couleurs inspirées de l'école abstraite, comme par sa collection dédiée à ses personnages de BD, Youssef Fakhreddine s'applique en tout style à libérer ses idées des cadres habituels de l'expression artistique, faisant de son domicile sa première galerie d'exposition. Pour terminer cette édition, le prix Nobel de physique qui a récompensé des travaux sur les trous noirs. La prestigieuse récompense a sacré 3 pionniers de la recherche dans ce domaine. Des trous noirs, des régions de l'univers d'où rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. Les découvertes des lauréats de cette année ont ouvert de nouveaux horizons pour l'étude des objets compacts et supermassifs. Demain viendra le tour du prix Nobel de chimie et en fin de semaine suivront les 2 récompenses les plus attendu, littérature jeudi et paix vendredi. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Le rôle actif et constructif du Maroc dans le dialogue interlibyen, salué par l'ensemble de la communauté internationale. Les pourparlers de Bosnera qui ont réuni autour d'une même table les délégations de la Chambre des représentants et celles du Haut Conseil d'État libyen ont permis d'unifier les visions autour des critères d'occupation des postes de souveraineté en Libye. Une avancée saluée par l'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stéphanie Williams. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zakaria Eit Abdelmjid. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.